L'affaire Cahuzac n'est pas seulement l'histoire du mensonge d'un homme. C'est aussi la révélation d'un univers opaque, le ministère de l'économie et des finances, à Bercy. En France, seul le ministre du Budget est habilité à déclencher des poursuites judiciaires en matière d'évasion fiscale. Cette législation permet le contrôle de nombreux secrets, et son existence même ne peut que créer le doute. La France veut-elle réellement lutter contre l'évasion fiscale ? Vous écoutez La Grande Évasion Fiscale, épisode 3, des politiques au-dessous de tout soupçon. Première partie. La descente aux enfers du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, commence le 4 décembre 2012, par la publication d'un article sur le site d'information en ligne Mediapart. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'UBS de Genève. Quand Mediapart publie le premier article du 4 décembre 2012 qui révèle l'existence du compte suisse de Jérôme Cahuzac, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Nous sommes plus que sûrs de notre fait. À l'Assemblée nationale, le lendemain, l'article de Mediapart fait scandale. Les députés demandent des comptes à Jérôme Cahuzac. Il dément l'article de Mediapart, arguant qu'ils n'ont aucun élément probant. Les éléments probants, Mediapart va les publier le lendemain en révélant l'existence d'un enregistrement. Est-ce qu'il fallait diffuser l'enregistrement dès le premier article, etc. Nous n'avions pas l'accord de la source. Donc il est hors de question pour nous de trahir la source. C'est après les premiers démentis que la source nous a dit, c'était son expression, bon, d'accord, allez-y, concernant l'enregistrement. Donc, nous l'avons fait. Après la diffusion de l'enregistrement, la pression monte d'un cran. Jérôme Cahuzac, harcelé par les médias, continue de nier. À gauche, on soutient sans réserve. À droite, pour le moment, on refuse de juger. À l'Élysée, silence radio. Pourtant, le président de la République a été prévenu que la voix de l'enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac. Quand même, on découvre que le détenteur de la pièce la plus accablante pour Jérôme Cahuzac, l'enregistrement, Michel Gonel, le 15 décembre, prend attache avec la présidence de la République pour dire « tout cela est vrai, je suis le détenteur de l'enregistrement ». Jérôme Cahuzac laisse par inadvertance un message vocal à Michel Gonel. Après avoir écouté les propos incriminants du ministre, Michel Gonel le signale à Alain Zabulon, directeur adjoint du cabinet de François Hollande. Ce dernier lui assure qu'il a conscience de la gravité de ses révélations et lui garantit qu'il le recontactera. Il ne le fera jamais. Il est certain que l'Élysée a fermé les yeux et les oreilles quand ils ont été en mesure de savoir. Et pendant 3 semaines, il ne se passe rien. Mediapart, sidéré par le peu de réaction des pouvoirs publics, écrit au procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, vous n'êtes pas sans savoir que des informations révélées par notre journal en ligne Mediapart font l'objet depuis 3 semaines d'un débat public. En l'état, aucune procédure judiciaire ne vise donc à satisfaire la vérité. Et l'enquête judiciaire du parquet de Paris a été déclenchée par quoi ? Elle a été déclenchée par un courrier que Edoui Plenel, directeur de Mediapart, a envoyé au procureur. Devant la commission d'enquête parlementaire, le procureur fera un aveu pour le moins étonnant. Le procureur de la République révèle ne pas être sûr des actions à entreprendre. Il attend. C'est le courrier du directeur de Mediapart, Edoui Plenel, qui accélérera sa décision. Le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale le 8 janvier 2013. À partir du moment où la justice est saisie, une question hautement politique ne va plus cesser de se poser. Comment considérer qu'à partir du moment où le procureur de la République de Paris décide d'ouvrir une enquête pénale
contre Jérôme Cahuzac le 8 janvier 2013, le pouvoir exécutif, Matignon et l'Élysée, garde Jérôme Cahuzac comme ministre du Budget. Mais il est une autre question qui interpelle sur l'attitude du pouvoir politique français dans cette affaire. La démarche du ministre de l'économie Pierre Moscovici, supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac. Alors que le procureur de la République vient de lancer son enquête préliminaire, le ministre déclenche, sans le prévenir, une enquête administrative auprès des autorités suisses. Mais qu'attendait réellement Pierre Moscovici de cette enquête ? Le ministre n'avait pas de doute sur l'innocence de Jérôme Cahuzac. Et pour cause. Les questions qui ont été posées à la Suisse ont été mal formulées. Elles étaient lacunaires. C'est-à-dire qu'ils ont posé une question sur Jérôme Cahuzac et simplement sur une période et sur UBS, sur la banque UBS. C'est-à-dire qu'ils n'ont posé aucune question sur son gestionnaire de fortune dont nous avions pourtant révélé l'identité, Hervé Dreyfus, ni la société pour laquelle il travaillait, Rail. Rail, c'est l'établissement par lequel a transité l'argent avant d'arriver chez UBS. Donc ils ont fait une enquête à minima. Bercy. Dernière question troublante. L'Élysée était-il au courant du lancement de cette enquête en Suisse ? Et aujourd'hui, on sait, puisque ça a été confirmé, que c'est à l'Élysée qu'est décidée l'opération de Bercy d'entraide avec la Suisse le 16 janvier, 8 jours après le déclenchement de l'enquête préliminaire du parquet sur Cahuzac, à la sortie du Conseil des ministres, dans un petit bureau attenant au Conseil des ministres, une réunion a lieu donc, à la présidence de la République, en présence de François Hollande, en présence de Jean-Marc Ayrault, de Pierre Moscovici, jusque-là, pourquoi pas, et de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire du ministre concerné par l'enquête qu'on allait lancer. Les résultats de cette enquête, décidés donc à l'Élysée, sont normalement protégés par le secret fiscal. Pourtant, le journal du dimanche en fait ses gros titres le 9 février. Les Suisses blanchissent Cahuzac. Jérôme Cahuzac n'a pas été titulaire d'un compte bancaire à l'UBS depuis 2006. Cette réponse, transmise par l'UBS via les autorités fédérales suisses et les services fiscaux français, dément formellement la possibilité d'un compte, confie une source administrative à Bercy. Heureusement que le procureur de Paris et les policiers ont dit « ça vaut rien ». Ça vaut rien, cette histoire de Bercy. On va poser, nous, nos questions. Et là, ils ont découvert la vérité. On réalise qu'à chaque étape importante du processus administratif et judiciaire, il s'en est fallu de très peu à chaque fois pour que l'affaire soit enterrée. Le 19 mars 2013, à 15h, une grande agitation règne à l'Assemblée nationale. Un ministre va tomber. À 16h, on apprend que le procureur Molins a saisi un juge d'instruction qui ouvre une information judiciaire contre Jérôme Cahuzac pour blanchiment de fraude fiscale. Trois heures après, Jérôme Cahuzac est démissionné de son poste par le président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, à sa demande. Jérôme Cahuzac exclu du gouvernement, la gauche n'en démord toujours pas. Le lendemain, la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau ministre se déroule dans une ambiance de sympathique camaraderie. Toute l'équipe de Bercy s'affiche pour pleurer le départ de celui qui était considéré, dit-on, comme le meilleur ministre du gouvernement. À droite, bizarrement, on hésite. Mais pour l'ancien ministre, la pression est trop forte. Il sait désormais que plus rien n'arrêtera la justice. Le 2 avril, il jette l'éponge. Il se rend chez le juge d'instruction
pour avouer qu'il a bien un compte non déclaré à l'étranger, sur lequel se trouveraient 600 000 €. Cette fois, la droite se déchaîne. Les ministres de gauche, tétanisés, font profil bas. Il aura fallu attendre 5 mois et l'aveu de Jérôme Cahuzac lui-même pour que l'existence de son compte à l'étranger soit enfin reconnue. Une révélation que certains, dans le landerneau politique, qualifiaient de secret de polichinelle. Seulement 7 jours après l'aveu de Jérôme Cahuzac, le président de la République tente de reprendre la main en annonçant une série de mesures. Point phare de ces annonces, le contrôle du patrimoine des élus et la création d'un procureur financier national font sensation. Merci. Mais ces projets de loi lancés à la hâte ne répondent pas aux attentes de ceux qui, depuis des années, dénoncent le scandale de l'évasion fiscale. Des parlementaires qui ont bien l'intention de profiter de l'agitation qu'a suscité l'affaire Cahuzac pour faire avancer leurs propositions. J'entends des discours très volontaristes de la part du gouvernement, comme j'en entendais parfois avant sous l'ancien gouvernement. Éric Bocquet, sénateur PCF et rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion de capitaux. Et quand on lit bien les déclarations, il n'y a pas de mesures concrètes, il n'y a pas de calendrier fixé, et on en reste encore, je trouve, beaucoup trop dans les déclarations d'intention. 1 an avant le scandale Cahuzac, Éric Bocquet, sénateur communiste, a été en 2012 le rapporteur des travaux d'une commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale en France. J'ai fait 3 constats en fait. Tout d'abord, l'importance des montants impliqués par l'évasion fiscale en France et en Europe et dans le monde, c'est assez monumental. 1000 milliards d'euros pour l'Union européenne, de 40 à 50 milliards, certains disent même 80 milliards pour la France. La deuxième chose, c'est l'extrême intelligence, l'ingénierie, la sophistication des systèmes, des schémas d'optimisation mis à l'œuvre pour créer les conditions de cette évasion. Le sujet de l'évasion fiscale, effectivement, m'a transformé un peu dans ma vision des choses, m'a permis de mieux comprendre la mécanique et l'imbrication très étroite entre l'économique et le politique, représentés parfois par les mêmes. On a des exemples nombreux ici même. Et c'est là où je me suis dit où est le vrai pouvoir ? Au Sénat, il va se battre pour essayer de faire passer un certain nombre d'amendements. À quelques rues de là, à l'Assemblée nationale, Yann Galut, un député PS, a été nommé rapporteur de la loi contre la fraude fiscale déposée après les déclarations du président de la République. Lui aussi va tenter de durcir le projet initial. Je connaissais l'existence du phénomène, mais je n'avais aucune mesure de l'importance et de l'accélération de ce phénomène ces dernières années. Et je décide donc de mener, avec d'autres députés, bien entendu, avec d'autres élus, ce combat, mais j'en fais mon combat principal. Nous avions, avant cette loi, une des législations pénales les plus laxistes à l'encontre des évadés fiscaux. Donc cette loi, elle a d'abord cet objectif-là, mettre au même niveau notre législation. Pendant des semaines, entre Assemblée nationale et Sénat, la bataille des amendements fait rage. Des mesures répressives nouvelles vont pour la première fois être adoptées. Sur l'utilisation de méthodes d'investigation plus musclées, telles que la mise sur écoute, les filatures ou les infiltrations des circuits de fraude. Sur la possibilité d'acheter des documents bancaires volés, comme le font déjà les Allemands. Sur la protection des lanceurs d'alerte et des fraudeurs repentis. Sur une plus grande transparence des banques dans leurs activités financières à l'étranger. Mais les affrontements autour d'un amendement vont jeter le doute sur la volonté du gouvernement de sanctionner réellement les fraudeurs. Cet amendement, on l'appelle le verrou de Bercy. Inconnu du grand public, ce verrou ferme la porte à bien des secrets. L'affaire Cahuzac va permettre de percer une partie de son mystère. Vous venez d'écouter La Grande Évasion Fiscale. Si vous avez aimé ce podcast,
Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Grande Évasion Fiscale est un podcast coproduit par Initial Studio et Nilaya Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Nilaya Productions, avec la participation de France Télévisions. Un film écrit et réalisé par Patrick Banquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.